C'est bon, on a fait ça le comble. Presque. On est au taquet. Donc, bonjour, Cédric Girard, 56 Informatique. Je vais vous présenter aujourd'hui une brève présentation des risques informatiques, parce qu'on n'a pas énormément de temps, on peut en parler toute la journée. Je suis certifié par Microsoft en tant qu'ingénieur système depuis les années 2000. Je suis également spécialisé dans tout ce qui est sécurité informatique et conception des data centers, tout ce qui est partie matériel, serveur, logiciel et réseau. Donc je me suis installé à La Ruche en juillet dernier et à l'occasion de la porte ouverte pour vous faire cette petite présentation. Donc aujourd'hui, les risques informatiques, avant d'en parler, on va faire un petit peu l'état des lieux de où on en est aujourd'hui en 2014, parce que depuis les années 2000, on peut dire que l'informatique, au travers d'Internet, a subi une grande évolution. On va parler de différentes choses et vous allez voir comment ça va s'assembler après derrière. Aujourd'hui, on peut dire que lorsqu'on regarde une entreprise, il y a 25% du parc informatique qui est encore sous Windows XP. Alors, sous Windows XP pour différentes raisons, parce qu'on a des applications qui tournent uniquement sur ce PC-là. On n'a pas pensé à rappeler le prestataire pour passer sur autre chose, ou tout bonnement le prestataire a déposé le bilan, a fermé, a rouvert une autre entreprise, et puis derrière, on n'a plus personne pour faire marcher cette machine. Généralement, c'est plus dans le milieu industriel qu'on voit ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? C'est que Windows XP, tout comme Office 2003, arrive à la fin de son support la semaine prochaine, le 8 avril 2014. Pour les heureux possesseurs de Windows XP, vous avez tous reçu un petit message normalement si votre PC est relié à Internet, disant qu'à partir de cette date-là, vous n'aurez plus de support dessus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 8 avril, Microsoft ne donnera plus de mise à jour de sécurité. Alors, mise à jour de sécurité, ça veut dire quoi par rapport à un antivirus? Mise à jour de sécurité, c'est tout bonnement des failles qui sont liées au système d'exploitation et non pas à des virus. D'accord? En 2003, il y a un virus qui s'appelle Blaster, qui a touché 50% des serveurs sous Windows 2003 ou sur Windows XP, qui faisait qu'au bout de 2 minutes, du démarrage du PC, le PC s'éteignait tout seul. Vous aviez un joli petit compte à rebours, et aucun antivirus pouvait corriger cette faille-là. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un virus en lui-même, c'était juste utiliser une faille du système d'exploitation. Tout bonnement, c'est comme si vous donniez le digicode de votre maison à quelqu'un. Là, ils ont réussi à trouver quelque chose, et avant que ça soit corrigé, ils ont mis 2 mois. Donc, pendant 2 mois, il s'est trouvé que le temps de publier la mise à jour, d'appliquer la mise à jour aussi bien sur les serveurs que sur les PC, et on avait des reboots intempestifs des machines. Sur un PC, ça peut encore aller. Sur un serveur, imaginez le problème que ça peut poser lorsque plusieurs personnes sont connectées dessus. Tout comme Office 2003, pas qu'Office 2003, c'est quelque chose qui a tenu la route pendant un petit moment, dont le successeur est arrivé en 2007 avec Office 2007, qui a connu un gros changement en termes d'interface, ce qui fait que les utilisateurs ont pris le temps avant de migrer dans cette nouvelle version, parce qu'ils étaient complètement perdus. Ce qui fait qu'on retrouve encore aujourd'hui des sociétés équipées d'Office 2003. Tout comme Windows XP, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Facebook, on change complètement de sujet. On est passé en 2008 de 100 millions de comptes à 1 milliard en 2013. Ça veut dire que le chiffre continue à augmenter. En quoi c'est intéressant d'avoir ces chiffres-là? C'est par rapport au social engineering dont on va parler tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, mine de rien, Facebook est une mine d'or concernant toute la population des entreprises. 85% des entreprises ne disposent pas d'une politique sur le BYOD. BYOD, Bring Your Own Device. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'utilisateur ou le salarié qui apporte son smartphone dans l'entreprise, qui met sa messagerie d'entreprise sur son smartphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce salarié perd son téléphone, s'il y a un virus, comme pour certains commence à naître directement sur les smartphones, il pourra directement attaquer les données de l'entreprise.
au travers de la messagerie ou au travers de d'autres applications. Explosion et industrialisation du cyberbanditisme au travers des mafias. Alors ça peut faire un petit peu peur. Aujourd'hui, il existe tout un business autour de ça. Vous pouvez, par exemple, pour 6 000 €, faire bloquer le site de votre concurrent pendant 5 jours. Ça, aujourd'hui, c'est des tarifs qui sont peut-être peu connus encore, mais il est tout à fait possible, via des bons contacts, de rentrer en relation avec des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Et quand on parle de mafia, c'est réellement la mafia. Vous n'avez pas besoin d'aller en Russie ou en Italie derrière la pizzeria du coin. Vous avez des sociétés maintenant qui sont spécialisées là-dessus. Un autre chiffre qui peut faire peur, 733 PC portables perdus à Roissy chaque semaine. Donc là, on parle de l'aéroport. Ça sort d'une étude qui a été faite aux États-Unis sur les différents lieux publics dans le monde, tout en sachant que celui qui est en tête peut se situer à Londres, où c'est aux alentours de 900 PC portables. Alors quand je dis perdus, volés, perdus, égarés, tout ce que l'on veut. PC portable, pourquoi? Généralement, c'est une population soit de dirigeants, soit de cadres, soit de commerciaux. On a le choix. Fichier client sur le PC portable, directement, possiblement, des fichiers type recherche et développement sur des postes de direction, etc. etc. Je ne parle même pas des numéros de sécu sur les bulletins de salaire ou autres. Aujourd'hui, il faut voir ce qu'on met sur les PC portables. Aujourd'hui, vous me donnez votre PC portable, je fais sauter le mot de passe, puis on voit après ce que vous avez sur votre PC. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Donc ça, de la même manière, il y a des solutions qui existent pour ça. Il se vend aujourd'hui plus de tablettes que de PC portables. Donc là, cette donnée a été validée au début de l'année dernière, avec l'explosion du marché des tablettes. Aujourd'hui, on trouve plus d'intérêt à acheter un iPad, un Galaxy Tab ou une tablette sous Windows qu'un PC portable. Pourquoi? Plus léger, plus pratique, plus d'autonomie. Forcément, quand vous allez maintenant dans une réunion, pour regarder autour de vous, non seulement il y a des smartphones qui sont payés pas forcément par la boîte, mais en plus il y a des tablettes qui sont arrivées. De la même manière, ça fait partie des nouveaux usages. Les tablettes aujourd'hui ne sont pas sécurisées. Il n'y a ni plus ni moins qu'un mot de passe, c'est exactement le même type de protection qu'un PC. On est toujours en 2014. Pénalement, il est plus intéressant pour, on va dire, malfaiteurs, et surtout beaucoup plus facile de braquer un compte bancaire qu'un fourgon. Imaginez l'industrie aujourd'hui que vous pouvez avoir sur les tentatives de phishing. Alors, quand je dis phishing en anglais c'est comme ferrer le poisson ou amorcer quelque chose. Qui n'a pas reçu de mail aujourd'hui, soi-disant de sa banque, lui demandant de ressaisir son mot de passe, parce que derrière il y a eu un problème de sécurité. Vous faites ça, potentiellement vous êtes, déjà jamais votre banque vous demandera de faire ce genre de choses, et deuxièmement, si vous le faites, vous donnez la main courante à la personne qui, derrière, va s'en servir pour faire des petits retraits. Ça ne sera jamais des gros. Ça peut être 10 centimes, 15 centimes, 1 euro, 2 euros, voire des fois beaucoup plus. Et pour ces sommes-là, vous n'allez pas faire de recherche auprès de votre banque, parce que la banque va vous prendre plus cher pour faire ce type de recherche-là. Donc, bon, on peut dire 1 euro, 2 euros, ok. Et imaginez ça sur 1000, 20 000, 40 000, 50 000 personnes. 50 000 euros. Et la personne peut faire ça une fois par mois sur le compte bancaire, il ne sera pas inquiété. S'il n'y a pas d'effet de masse derrière pour rapporter ce type de problème, ça ne sera jamais corrigé. 25 millions de blogs supplémentaires par an. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur certains sites pour dire voilà, je crée mon blog, il y a des modèles qui sont préfaits et je commence à l'alimenter. Cette information elle est utile dans le sens où comment on accède aujourd'hui à l'information. On va le voir un petit peu plus loin. Un enfant de 12 ans peut pirater un site web avec les bons outils. Il y a tellement d'informations aujourd'hui sur Internet
information permettant derrière de pirater un site, d'infecter un site, qui derrière va infecter ses visiteurs. Toujours dans la même optique, récupérer les informations ou alors se servir de ces PC pour faire une attaque de masse par la suite. Dernière information, et pas pour la moindre, en France, nous ne sommes pas obligés de publier les attaques ou les vols d'informations. Dans certains pays étrangers, c'est obligatoire. Les seules sociétés qui sont dans l'obligation de le faire sont les fournisseurs d'accès à Internet ou de téléphonique. Votre banque se fait pirater ses informations de compte client, elle n'est pas obligée de le dire. Tout comme vous aujourd'hui, pour certains qui sont chefs d'entreprise, vous faites pirater votre logiciel de paye, vous n'êtes pas dans l'obligation de le signaler aux autorités. Imaginez si vous divulguiez cette information à vos salariés, le numéro de sécu s'en va. Avec un numéro de sécu aujourd'hui, on peut refaire faire une carte d'identité. C'est quelque chose qu'il faut penser. Ce que l'on doit savoir quand on gère une entreprise. Article 1384 du Code civil. Donc ça s'applique non pas seulement aux chefs d'entreprise, mais à tout le monde. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, vos salariés. Vos salariés vont sur des sites pédophiles, vont sur des sites pro-terroristes. Si vous n'êtes pas en mesure de dire qui c'est vous qui êtes pénalement responsable. Ou des choses que l'on a sous sa garde. Les chiens méchants ou autres. Chef d'entreprise, généralement, son chien méchant, il le garde, s'il mord quelqu'un, il n'ira pas se plaindre. Peut-être que j'anticipe en fait ce que tu vas trouver après, mais comment on fait pour contrôler ça? Parce qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas derrière le PC de tous mes salariés, oui. J'ai pas de système informatique qui va me détecter si on est sur tel site ou tel site. Oui. Et par contre, je viens d'apprendre que je suis responsable. Oui. Alors, c'est justement pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est pour poser ce type de questions. Je dirais que c'est exactement comme pour les campings. Les campings, aujourd'hui, ils ont l'obligation de conserver l'historique des connexions pendant 1 an de tous les utilisateurs qui se connectent au travers du réseau Wi-Fi pour lesquels ils ont payé quelque chose. En tant que fournisseur d'accès Internet, parce qu'un camping devient fournisseur d'accès Internet dès lors qu'il monnaie ce type de service, il est dans l'obligation de conserver l'historique des connexions. Dans cet historique de connexion, il est censé savoir quel est le client qui s'est connecté sur tel site. Au niveau de l'entreprise, c'est toujours plus compliqué. Excuse-moi, oui. Censé connaître le client, c'est comment on le contrôle? Comment on contrôle avec les systèmes qui enregistrent ce type de choses. C'est de la surveillance, c'est pas interdit ça? Surveiller ses salariés? Non. Vous pouvez très bien enregistrer ce type de choses. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de vous en servir contre eux, d'un point de vue légal. Au prud'homme, par exemple. Bon, après, peut-être qu'il y a des jurisprudences qui se font derrière, mais on peut très bien enregistrer ce genre de choses, vous pouvez très bien les regarder, par contre, vous n'avez pas le droit d'en faire les reproches. C'est tendancieux, par contre, ça peut être utile. Quand vous voyez votre secrétaire qui passe 10% de son temps sur Facebook, vous vous dites, en tant que bon chef d'entreprise, c'est 10% du temps, on peut peut-être faire autre chose. Oui, mais là, c'est en contradiction de ce que tu viens de dire, parce que j'ai pas le droit de m'en servir. Non. Après, ça fait partie de la subtilité. Par contre, c'est des données. C'est des données dont on peut servir pour prendre des décisions. Savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et toujours est-il, dans le cadre légal, au prud'homme, vous ne pouvez pas vous en servir. C'est pas possible. Pas de cette manière-là. Et donc ensuite, excuse-moi, tu aborderas la façon dont on peut contrôler ça ou... Oui, très succinctement. Mais, le but étant de cette présentation, c'est d'évoquer les risques. Après, au niveau des solutions, il y en a énormément. Et ça on pourra en parler après. Petite nouveauté aussi, alors je ne sais pas si c'est l'effet Cahuzac de l'année dernière, mais depuis le 1er janvier 2014, de nouvelles obligations s'imposent aux entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée.
En cas de contrôle fiscal, ces entreprises devront remettre à l'administration fiscale leurs documents comptables et de gestion sous forme de fichiers informatiques. Le fichier Excel ne fonctionne pas. Il faut que ça soit tenu par un logiciel de comptabilité qui exporte ces données avec les normes fiscales. Généralement, si vous avez une maintenance de votre logiciel comptable, vous avez le droit à la dernière version. La version de cette année remplit ces conditions-là. Après, on peut se dire, bon, ben ok, moi, de toute manière, j'ai toutes mes factures sur papier, je pourrais leur donner. Non. Depuis le 1er janvier 2014, ça ne fonctionne plus. C'est terminé. Il faut qu'ils puissent les analyser facilement. Qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas remplir ces conditions? En cas de contrôle, on peut avoir une amende jusqu'à 0,5% du chiffre d'affaires, avec un minimum de 1 500 €. Ça, c'est le minimum. Après, en fonction de la volumétrie du chiffre d'affaires dans l'entreprise. Si toutefois, vous vous opposez à ce contrôle fiscal, de manière informatisée, il y a un article de loi qui est sorti, donc qui est ici, le 47A, qui dit l'entreprise risque une évaluation d'office des bases d'imposition, une majoration de 100% des droits rappelés. Donc, là c'est pareil, je vous laisse regarder votre dernier bilan comptable, vous pouvez voir un petit peu à quoi vous vous exposez. Aujourd'hui, c'est sorti depuis le 1er janvier 2014, je n'ai aucun exemple, parce que ce sera tout comme l'obligation d'avoir l'alcotest dans sa voiture, je ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose qui est sorti depuis tout début d'année. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Sensibiliser les salariés. Alors, les sensibiliser sur quoi? On a parlé tout à l'heure de Facebook et ses 1 milliard de comptes. Je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle le social engineering ou élicitation. Donc ça, c'est la partie francisée de ce terme-là. Est-ce que vous avez eu le cas sans forcément vous en apercevoir? Beaucoup de sociétés aujourd'hui ne piratent pas les réseaux informatiques parce qu'il y a une faille de sécurité sur un matériel. Elles piratent les réseaux informatiques parce qu'elles ont des données de connexion qui sont propres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, moi j'ai eu le cas un jour où, en tant que responsable informatique d'une entreprise du coin, un comptable, soi-disant d'un des sites distants de cette société, m'appelle pour me dire, ben voilà, j'ai rendez-vous avec le DAF la semaine prochaine, je voudrais l'appeler directement sur son mobile pour lui dire que ce rendez-vous va être reporté. Donc jusque-là, pourquoi pas. Le problème étant, ça faisait 8 ans que j'étais dans cette boîte-là, ce comptable, de nom, je ne le connaissais pas. Un comptable qui n'a pas de poste informatique, moi j'ai trouvé ça louche. Je lui ai demandé, mais attendez, vous êtes qui? Il m'a donné un nom, voilà, je suis comptable de tel site. Il me dit, excusez-moi, mais moi je ne vous connais pas. Je dis, je connais par cœur les comptables de tous les sites, je ne vous connais pas. Il m'a raccroché à moi. Tout simplement. Pourquoi il a fait ça? Il me demandait juste un numéro de téléphone mobile. Ça peut servir d'alimentation de base de données. C'est quand même le DAF, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut savoir que certaines banques aujourd'hui vous permettent de réinitialiser votre compte ou votre mot de passe avec un certain minimum d'informations. Il peut y avoir l'adresse, il peut y avoir le numéro de téléphone mobile, il peut y avoir la date de naissance. Quand on regarde sur Facebook aujourd'hui, qui n'a pas rempli sa date de naissance? Le numéro de téléphone mobile, c'est un peu plus compliqué à avoir. Via ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Social engineering, c'est aussi se connecter sous Skype, créer un petit réseau d'amis, cibler une telle personne pour se connecter. Même au travers de Facebook, on peut faire exactement la même chose et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je peux me faire passer pour André Ricolo. Sa photo, elle est partout. Je peux créer une page en tant qu'André Ricolo. Je demande à être ami avec la secrétaire de la mairie. Je ne pense pas qu'elle va refuser ce genre de choses. Et potentiellement, on peut ramener de manière insidieuse une conversation pour lui demander un login ou un mot de passe, par exemple. Derrière, une fois qu'on a ce login et ce mot de passe, on peut se connecter directement au réseau de l'entreprise. Dans les très grosses sociétés, ça se fait énormément. Énormément.
les conséquences quant aux pertes ou au vol des données. Les salariés ne sont pas forcément suffisamment alertés sur les incidences que ça peut avoir. On peut prendre le cas, par exemple, d'une société telle que Manpower. Un commercial s'en va, il a un certain nombre de, ce qu'on appelle dans son portefeuille, un certain nombre de salariés, de personnes intérimaires dans différentes entreprises. Cette personne perd son PC portable. Dans les fiches de ces intérimaires-là et le fameux numéro de sécu. Avec le numéro de sécu, on revient à ce que je disais tout à l'heure, on peut faire une carte d'identité. On parle là sur le plan plus personnel. Si on revient un petit peu dans un contexte professionnel, le fichier client. Vous vous fâchez avec votre commercial, allez, dans 50% des cas, sur son PC portable, il aura le fichier client de l'entreprise. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a de la valeur aux yeux du dirigeant? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour corriger ce type de lacune, entre guillemets? L'emplacement des données, clé USB ou éléments sauvegardés. Clé USB, bon, tout le monde a fait une petite présentation PowerPoint, on la met sur une clé USB, sur un PC portable qui est déjà branché au vidéoprojecteur, et on affiche le diaporama. Ok, diaporama, il n'y a pas forcément des données sensibles dessus. On peut très bien après avoir des devis. On commence à parler d'éléments financiers. Ça c'est pareil, il faut y faire attention. Savoir où les données s'en vont. Ça peut être problématique, notamment lorsqu'une société fait de la recherche et du développement propre à l'entreprise. C'est quand même dommage d'envoyer des plans de porte ou des plans de différents produits sur des clés USB qu'on aura soi-disant perdus. Où est-ce qu'elles sont parties ces clés? Est-ce qu'elles sont chiffrées? Est-ce qu'on peut les relire derrière? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser par rapport à l'activité de chacun. Les éléments sauvegardés. Alors ça rentre en compte surtout sur les PC portables. Il y a beaucoup de commerciaux aujourd'hui qui stockent des documents sur leur PC propre, pas sur un serveur. Ils en ont besoin forcément quand ils sont en déplacement, il faut qu'ils puissent les montrer. Par contre, l'exercice qui est fait, intellectuel, est que c'est sur mon PC, de toute manière, c'est automatiquement sauvegardé. Par contre, il ne se pose pas la question comment. Est-ce que c'est le serveur qui le fait automatiquement? Est-ce que je dois le faire sur CD? Ça, c'est quelque chose qui, lorsqu'on remet un PC portable à un commercial dans les mains, si on ne lui explique pas qu'il faut qu'il le mette à tel endroit pour que ce soit automatiquement sauvegardé, soit tous les jours, soit toutes les semaines, soit quand il revient au réseau de leur entreprise, il ne le saura pas. Ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel il va se sentir alerté. Alors que ça peut être son travail quotidien. Si demain il perd son PC portable, le disque dur de son PC portable rend l'âme, c'est quelque chose qui peut arriver, vous lui dites, voilà, tes 15 devis qui sont en attente, tu viens de les perdre. Bon, quelles conditions tarifaires j'ai fait à mon client, comment je vais le retrouver, etc., etc. La nécessité des mises à jour de sécurité. Alors ça, c'est un grand débat. Pourquoi? Parce que ça peut intervenir sur différents niveaux. Il peut y avoir des mises à jour de sécurité du système d'exploitation, sur de l'Adobe Flash Player, sur du Java, sur du pack office, sur d'autres logiciels. Pourquoi il est important de le faire? La plupart des virus ou des failles de sécurité sont comblées par ces mises à jour. Si vous ne faites pas l'exercice de vous mettre à jour régulièrement, il vous sera difficile derrière d'être sûr ou plus ou moins sûr d'avoir une surface d'exposition au danger suffisamment réduite. J'entends par là, ce qu'on entend le plus souvent, c'est des failles Java. Donc c'est ni plus ni moins que sur un site internet, vous avez un petit peu plus de potentiel d'action au travers de ce que vous donne, par exemple, votre fournisseur ou autre. Derrière, on va le voir un petit peu plus loin, la technique de base qui est utilisée aujourd'hui par les hackers, par les pirates, c'est d'abord on infecte les sites web avec un petit logiciel malveillant. Pourquoi? Parce que ce site web ne s'est pas mis à jour au niveau sécurité par rapport au moteur qu'il peut utiliser. Alors, les Joomla, les WordPress,
toutes ces ossatures de sites web qui servent à faire des blogs. Aujourd'hui, on ne fait pas de blog à partir de zéro, on prend des moteurs qui sont déjà existants, puis après on les personnalise d'un point de vue apparence. Si ces mises à jour-là ne sont pas faites régulièrement, vous pouvez très bien être infecté par un virus sur votre site web, donc infecter potentiellement vos internautes, et qui plus est, baisser au niveau des référencements, parce que vous inquiétez pas, les moteurs de recherche, ça le voit. Votre site est infecté, Google généralement vous le dit. Ce site est considéré comme dangereux. Imaginez vos clients venant sur ce type de site, avec ce type de message d'alerte, ils voient, ben voilà, mon fournisseur, entre guillemets, est considéré comme dangereux. Non seulement vous baissez au niveau référencement, mais en plus vous baissez dans l'estime de vos clients. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Si ce n'est pas vous qui le faites, il faut que ce soit votre prestataire. Donc ça, par contre, il faut s'en assurer. J'ai énormément de confrères qui ne font pas ce type d'exercice. Donc les informer au travers soit d'une présentation ou d'une mini-formation. Aujourd'hui, il est possible en 1 heure, en 2 heures, de sensibiliser les salariés avec des exemples concrets. L'exemple qui fait mouche et sur lequel 90% se font prendre, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous trouvez une clé USB sur un parking, juste à côté de votre porte de voiture par exemple. C'est une des principales techniques utilisées par les hackers ou les pirates pour directement se connecter au PC, soit fixe, soit portable, sur le réseau de l'entreprise. Première personne, c'est la première chose qu'on fait, c'est qu'on ramasse la clé. C'est peut-être un de mes collègues. Je vais la brancher, je vais voir ce qu'il y a dessus. Du moment que vous la branchez, ça y est, c'est terminé. Le virus peut être sur votre PC ou alors commencer à se répandre sur le réseau de l'entreprise. Dans la majeure partie des cas, vous n'êtes pas au courant. Ça ne se voit pas. Si la chose est bien faite, ça se fait en tâche de fond, ça se fait de manière invisible. Ou à travers aussi d'une charte informatique. Donc ça, on peut, c'est plus pour protéger un peu le dirigeant, dans des cas divers et variés. Mais typiquement aujourd'hui, voilà, il y a des chartes informatiques qui sont préfaites, aujourd'hui sur Internet, le temps de le faire valider par l'avocat, etc. Ça peut passer 3 mois, 6 mois, elle peut ne pas s'avérer obsolète, mais il y aura déjà des nouveaux éléments qui seraient susceptibles d'être intéressants de mettre en place dans ce genre de charte informatique. L'usage de Facebook, est-ce qu'on n'est pas dans la charte informatique? Ok, mais que pendant le midi ou le soir à la débauche. Des petites choses comme ça. Scénario d'attaque de l'entreprise. Alors, j'ai pris une entreprise que j'ai créée qui s'appelle Serien, au travers d'un site web. Donc, on reprend un petit peu le schéma dont j'ai commencé à parler tout à l'heure. On a notre fameux malfaiteur qui, lui, va créer son petit virus informatique. Et ce malfaiteur souhaite infecter donc, le site de l'entreprise Serien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser une faille de sécurité parce que le site n'est pas forcément à jour du point de vue de son ossature. On a parlé de WordPress, de Joomla, il y a du Drupal, ça peut être aussi sur des sites e-commerce, PrestaShop, OS Commerce ou autre. Qu'est-ce qui se passe après derrière? L'entreprise Serien ici, donc avec son petit périmètre de sécurité, avec la charmante secrétaire qui vient mettre à jour régulièrement le site, qui, en se connectant directement sur le site, récupère le petit virus qui a été développé. Alors comment ça se passe? Je vous le fais très schématiquement. Donc le virus arrive ici, arrive d'abord sur le PC de la secrétaire, et du fait que le PC de la secrétaire est relié au réseau, on utilise encore à nouveau des failles de sécurité pour se connecter au serveur. Ok, le serveur est infecté, bon, qu'est-ce qui peut se passer après? Ni plus ni moins que cette personne qui a fait le virus ne l'a pas fait juste pour s'amuser. Aujourd'hui, il y a très peu de sociétés, surtout quand le business commence à se créer, qui disent voilà, je vais faire ça pour m'amuser. Qu'est-ce qui se passe? Ce petit virus-là va potentiellement créer soit une porte ouverte pour cette personne-là, pour que lui puisse voir un petit peu ce qui se passe et commencer à récupérer des données,
ou alors est directement programmé pour ramener un type de fichier générique, exporter des fichiers PDF, des fichiers doc, des fichiers Excel. Vraiment, déjà, juste avec ça, on a des tarifs, on a des devis. Et puis derrière, va exfiltrer ces données. Donc sur un serveur situé dans un pays, soit en Russie, soit en Chine, pour être sûr que derrière, cette personne qui potentiellement peut être à 15 km de chez vous ne soit pas inquiétée. Après, charge à la personne qui, une fois que les données sont situées dans un pays étranger, va les récupérer. Ce qui fait que derrière, même si vous savez que vous êtes infecté, même si vous savez que des données sont parties à l'étranger, vous ne pourrez pas remonter à la source. C'est quelque chose qui se fait quotidiennement et qui se fait de manière invisible. J'ai une société qui, au bout de 2 ans et demi, ne comprenait pas que la nuit, elle ne puisse pas faire ses sauvegardes externalisées. Un petit audit a été mis en place, on a mis un moitié. On s'est rendu compte que tous les jours, il y avait à peu près entre 200 et 300 mégas de données qui partaient en Russie. Pourquoi la Russie? Parce que pour cet exemple, c'était ici. Mais ça peut être aux États-Unis, ça peut être ailleurs. Ça, de ce côté-là, le champ est ouvert et c'est très simple aujourd'hui de s'acheter ou de louer un petit serveur à l'étranger, sans se déplacer. Et donc derrière, après, il ne sait pas qui les a récupérés. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste fait du curatif. On a bloqué ce genre de choses. On a regardé d'où venait la source de ces exports de données, de ces données exfiltrées, pour couper. Par contre, il ne saura jamais pourquoi il a été infecté. Est-ce que ça a eu un intérêt quelconque pour la personne qui l'a fait? Parce qu'on peut très bien aussi taper dans le puits. Là, dans cet exemple, on a dit qu'on visait cette société-là, mais combien de personnes cherchent des données beaucoup plus standards, des données bancaires, des identifiants pour faire des mails, transformer des PC en zombies pour s'en servir plus tard. L'usage peut être divers et varié. Là, je vais vous parler de quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre, à savoir les interruptions d'activité. Alors, qu'est-ce que j'entends par interruption d'activité? C'est on ne peut plus travailler. On ne peut plus travailler, pourquoi? Parce que l'outil informatique, aujourd'hui, n'a pas su gérer tel type de panne. Alors, généralement, c'est souvent dû à des pannes matérielles. J'ai un serveur qui tombe, on se rend compte que le serveur était tout seul, on n'avait pas quelque chose pour repartir immédiatement à côté. Donc ça, c'est plus dans un contexte de plan de continuité d'activité, où généralement, quand ça se produit, on se rend compte qu'il y a une coquille quelque part dans son organisation et qu'il faut mettre en place quelque chose pour y remédier. Est-ce qu'il faut mettre un deuxième serveur qui va repartir aussitôt? Est-ce qu'il, derrière, il ne faut pas racheter une autre box ou un autre système pour avoir toujours accès à Internet? Bon, il peut y avoir différents problèmes. Un peu plus grave, je reste très succinct là-dessus parce qu'on pourrait en parler pendant un après-midi. Un peu plus grave, l'utilisation d'un plan de reprise d'activité. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, votre salle où vous stockez vos données est soumise à un incendie, est soumise à un dégât des eaux? Le matériel a été volé, ce qui peut être pire parfois, parce que vos données peuvent être réutilisées par des concurrents. Comment on repart dans ce type de cas? Aujourd'hui, il y a encore trop de sociétés qui, lorsqu'elles font ces sauvegardes, éjectent la cassette, ou éjectent le CD, ou éjectent le disque dur, le mettent à côté pour en mettre un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, si vous avez un incendie, non seulement vous perdez votre matériel, mais en plus vous perdez vos données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucune assurance qui ne vous remboursera vos données. Elle vous remboursera le matériel. Par contre, les devis, la comptabilité, vos données clients, vos données comptables, etc., tout ça, c'est au responsable informatique ou au dirigeant, en fonction des cas, qui incombe cette responsabilité-là. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, mes données sont réellement sauvegardées? Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Et il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui, même développant un certain chiffre d'affaires, qui n'ont pas encore cette sensibilité-là. C'est le boulanger, derrière, a beaucoup moins à perdre
que, je ne sais pas, par exemple, une société qui travaille dans le milieu industriel et qui développe 190 millions de chiffres d'affaires par an. Forcément, l'équipe informatique ne va pas être la même, mais tout du moins, la logique reste la même. Est-ce que mes données, je peux les réutiliser? Je sors souvent une phrase choc pour faire un peu tilter mes différents clients. C'est aujourd'hui, la sauvegarde ne sert à rien. La sauvegarde ne sert strictement à rien. Elle ne sert et elle n'a d'utilité que si vous êtes capable de la restaurer. J'entends par là, j'ai un exemple, un dentiste, donc pas pour une de mes clientes qui est ici, qui pendant quelques années a passé tous les soirs de 20 à 25 minutes à sauvegarder ses données. Donc il la mettait sur l'équivalent d'une clé USB aujourd'hui, et il repartait avec sa clé USB chez lui. Très consciencieux, il faisait très régulièrement, et de ce côté-là, il ne se sentait pas du tout inquiété. Au bout de ces quelques années est venu un incendie, donc il a perdu son fauteuil pour mettre ses clients avec tout le matériel associé. Il a perdu toutes ses données clients qu'il avait sur son serveur. Mais il s'est dit, au moins c'est bon, j'ai toutes mes données clients, pas dans ma poche mais dans ma sacoche, sur ma dite clé USB. Il se rachète un nouveau PC, il commence la restauration, et là, la personne qui est en charge de son logiciel métier lui dit « Excusez-moi monsieur, mais je ne peux pas vous restaurer vos données. Vous sauvegardez la même chose depuis 3 ans. » Pourquoi? Parce qu'il y a une migration de logiciel. Le système de sauvegarde ayant changé, mais pas forcément reparamétré comme il le fallait. Ce cher monsieur, pendant 3 ans, a passé de 20 à 25 minutes tous les jours pour rien. Ce jour-là, il a eu une petite bouffée de chaleur. Et il s'en souvient encore. Et depuis maintenant, forcément, il est très vigilant là-dessus. Le problème, c'est qu'il a subi la leçon. Et les sauvegardes, c'est quelque chose qui est primordial en fonction des secteurs d'activité. Maintenant, ce matériel et logiciel, ça c'est beaucoup dans le milieu industriel, mais on peut très bien aussi le retrouver dans des structures beaucoup plus petites. Dans le milieu industriel, typiquement, on a une vieille commande numérique chez qui la personne, le fournisseur a déposé le bilan. Bon, voilà, la machine continue à tourner, elle est toujours rentable. Par contre, le jour où il y a une coquille, il n'y aura plus personne pour la maintenir. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Il faut savoir que s'il y a un problème sur cette machine, il faut pouvoir repartir rapidement. Maintenant, ce logiciel, tout aussi important, lorsqu'on travaille avec une société spécialisée qui développe un logiciel spécifique, il faut s'assurer que cette société soit pérenne. Si derrière cette société vous fait quelque chose de plus humain, mais que derrière, dans cette société, il n'y a qu'une seule personne, donc le seul développeur du programme, il suffit que cette personne ait un accident, ait une maladie, un cancer, chose que je souhaite à personne, mais c'est quelque chose qui peut arriver, ça veut dire que derrière, vous n'avez plus de maintenance logicielle. Donc, potentiellement, si vous avez un problème sur votre logiciel, vous pouvez découvrir qu'il n'y a plus personne pour le maintenir. Si c'est votre principal outil qui vous permet de développer un certain chiffre d'affaires ou vous permet d'automatiser certaines tâches, ça peut s'avérer problématique. Aller dans l'urgence, chercher un équivalent sur le marché, le mettre en place pour travailler dans de bonnes conditions, c'est très compliqué. C'est quelque chose sur lequel il faut se sentir sensibilisé. Donc ça, après, c'est l'exercice de chacun, voir avec qui vous travaillez aujourd'hui. Ouais, c'est super compliqué. En même temps, ce type de logiciel, il n'y en a pas 36. Enfin, moi, je prends l'exemple. Je travaillais avec un logiciel majeur dans mon activité. Il y a 2 ans, ils nous prennent qu'ils déposent le bilan. Oui. Déjà, c'est bien, tu es au courant. Ouais, enfin, par le liquidateur judiciaire, j'ai appris. Hein, c'est pas pareil. On ne peut pas anticiper ça, c'est pas possible, quoi. Non. On ne peut pas l'anticiper. Après, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ça, qui permettent de suivre soit l'état de santé des clients, mais aussi l'état de santé des fournisseurs. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit.
parce que malheureusement ça arrive, surtout dans des contextes assez difficiles comme on pourrait le croire maintenant. Il faut rester attentif à ce genre de choses. Ok. Alors les bonnes pratiques. On a balayé un large éventail de risques. Il existe quand même certaines choses pour minimiser cette surface d'exposition au danger. Donc, mettre en place déjà une politique de mot de passe. Alors, un mot de passe, ça peut paraître banal, mais combien de personnes mettent soit leur date de naissance, soit mettre le nom de son chien, le nom de leurs enfants en tant que mot de passe. Ça, c'est, allez, on va dire, c'est 15% des cas. C'est la première chose qu'on essaye. Après, ça peut être des mots de passe bateau. 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY, des choses comme ça. Des choses qui sont faciles à taper, faciles à retenir. Donc ça, c'est la première chose à faire attention, c'est avoir un mot de passe qui tienne la route. Alors on peut très bien avoir un mot de passe un peu compliqué, mais avec des moyens mnémotechniques, s'en souvenir très facilement. On peut remplacer des S par des $, des O par des zéros, mettre un petit peu une majuscule au début ou à la fin. Mais de rien, ça change totalement le mot de passe. Donc bon, j'ai mis un petit exemple, un minimum du caractère, majuscule, minuscule, chiffre et symbole. Pourquoi c'est important de mixer une grande série de variantes? Il y a beaucoup de mots de passe qui, lorsqu'ils ne sont pas considérés comme des mots de passe par défaut, les techniques étant utilisées étant ce qu'on appelle le brute force. C'est-à-dire qu'on va balancer des mots de passe à peu près, je ne sais pas, une centaine par seconde jusqu'à temps de trouver le bon. Donc on met, voilà, ça va, le mot de passe peut aller de A à Z, de 0 à 9, et puis déjà on commence là-dessus. Bon, ça fait X milliers de possibilités, parce qu'on précise aussi la longueur du mot de passe. Donc là, voilà, les chiffres peuvent être exponentiels, mais du moment que vous commencez à rentrer des chiffres et des symboles, c'est beaucoup plus dur de trouver le mot de passe derrière. Moi, j'ai certains services, notamment les services que je vends de la part de chez Microsoft dans leur offre cloud, qui obligent à avoir ce minimum de sécurité. Ne jamais donner son mot de passe. Oui. Concernant les mots de passe, je pense qu'aujourd'hui on a tous des comptes Facebook, machin, bidule, chouette, ordinateur, téléphone, et des choses comme ça. Alors, je sais que tu vas me dire que c'est pas bien structuré, mais par contre moi j'ai le même mot de passe pour tous. Oui. Est-ce que c'est un risque? Oui. Pourquoi? Pourquoi c'est un risque? Chez Amazon, avec si le hacker récupère le login mot de passe, vous pouvez très bien passer des commandes, enfin il peut très bien passer des commandes en votre nom. Pourquoi? Parce que Amazon sauvegarde le numéro de carte de crédit. S'il a piraté ton compte Facebook, il a réussi à avoir le mot de passe par divers procédés, et qui tente sa chance avec la même adresse mail et le même mot de passe sur Amazon, potentiellement il peut passer des commandes à ta place. Donc toi, ton avis, c'est un compte, un mot de passe? Alors, c'est pas possible. Ouais, intellectuellement, c'est pas possible. On ne peut pas faire ce genre d'exercice. Ce qu'il faut essayer de différencier, c'est un mot de passe différent entre la partie pro et perso. Et essayer d'avoir un mot de passe différent pour les mails, les réseaux sociaux et les achats. 5 mots de passe. C'est dur, 5 mots de passe. C'est très plus dur. parce que autant en perso et autant en pro. Après, voilà, c'est généralement en pro et en perso, on n'utilise pas la même adresse mail. Donc on peut penser que ça peut être des comptes différents. Mais idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Et deuxième petite question, oui. Ta réponse quand même, est-ce qu'il faut les changer? Et quel conseil tu donnes en termes de temps où il faut garder le mot de passe? Alors, d'un point de vue pro, lorsque l'on a des serveurs, on peut automatiser ce genre de choses. C'est-à-dire, voilà, on met en place une politique de mot de passe qui dit, au bout, par exemple, de 1 an, 2 ans, 3 ans, on force l'utilisateur à changer de mot de passe, on essaie d'être un peu plus malin, on évite de lui faire retaper le même. Du moins, on l'interdit. On peut très bien dire, voilà, on retient 10 mots de passe en arrière et on l'oblige à changer. L'idéal, c'est quoi? C'est, je dirais, le faire tous les 2 ans, voire 3 ans. Par contre,
dès qu'on a la moindre doute, le moindre suspicion, le moindre vol, on change systématiquement tous les mots de passe. On ne se pose pas de questions, on perd son téléphone, on change tous ses mots de passe. Pourquoi? Parce que derrière dans le téléphone, il y a quoi? Il y a le mot de passe d'accès aux messageries. Il peut potentiellement y avoir l'accès aux réseaux sociaux. Et ces deux mots de passe-là peuvent être les mêmes pour acheter sur Amazon. Dès qu'il y a le moindre doute, il faut absolument tout changer. Ne se poser aucune question. Il faut le faire. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si on peut toujours douter que derrière, ben voilà, j'ai dû laisser tomber à la pêche ou quand j'étais en mer, machin, personne ne le retrouvera. On ne se pose pas de questions, il faut le faire. Et il faut inculquer cette notion-là à ses salariés. Le matériel obsolète doit être détruit ou formaté. Disque dur, smartphone. Je vais vous parler de quelque chose qui ne s'est pas forcément ébruité. À La Roche-sur-Yon, il y a des étudiants qui s'embêtaient aux alentours de Noël, pendant les vacances, et ont été faire un petit tour à la déchetterie. Là, ils ont trouvé un tas d'ordinateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste récupéré les disques durs. Ils ont regardé le contenu. C'était des disques durs de société, forcément locales, parce que déchetterie locale. Et certains dirigeants de société se sont retrouvés avec des menaces de chantage pour dire, ben voilà, si vous ne nous donnez pas tant, on divulgue vos informations. Bon, c'était des petits jeunes pas forcément très malins, qui se sont fait vite pincer après derrière. Mais derrière, voilà, le fait est que lorsque vous jetez un vieil ordinateur à la poubelle, potentiellement derrière, les données sont toujours exploitables. Qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas comme ça? Vos données, elles sont stockées qu'à un seul endroit dans l'ordinateur, c'est sur le disque dur. Soit vous sortez le disque dur, vous mettez un coup de masse dessus, on n'en parle plus. Du moment qu'il n'y a plus de vide d'air, c'est inutilisable. Ou alors vous les reformatez. Là c'est pareil, lorsqu'on jette un ordinateur, on ne pense pas forcément derrière à effacer tout ce qu'il y a dessus. On passe au suivant, puis on a besoin de bosser, puis voilà, business first. Smartphone, je ne vous aurais pas dit ça il y a 5 ans. Maintenant, quand on voit le type de données qu'on peut avoir sur les smartphones, c'est exactement la même chose. Allez pas chez Virgin vous faire acheter votre smartphone ou autre. Vous pouvez très bien derrière voir vos données accessibles au prochain client. Tout ça, les smartphones, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, si on ne met pas une certaine politique de confidentialité au niveau des smartphones, on peut se retrouver embêté. De la même manière, les smartphones, il faut les verrouiller. Les verrouiller pourquoi? De la même manière, si on perd son téléphone, si on n'est pas un minimum un code PIN, alors le code PIN il est valable qu'au démarrage, mais quelque chose pour verrouiller ou déverrouiller son téléphone, alors pas forcément un code, parce que c'est encore un code de plus. On a ce qu'on appelle des picture passwords, où voilà, on met une photo de ses enfants, puis il faut appuyer 2 fois sur le nez, 1 fois sur le genou, puis hop, ça déverrouille le téléphone. Quelque chose qui est plus facile à retenir. Ou alors des combinaisons de trajectoires, pour aussi déverrouiller. Mais ça, il faut le faire. Aujourd'hui, vous avez directement votre boîte mail sur vos smartphones. Vous avez des données clients. Donc ça, c'est quelque chose qui entre guillemets, seul vous pouvez déterminer la valeur. Non seulement vous avez les clients, mais vous avez leurs coordonnées, vos tarifs, votre agenda, savoir comment ça se passe. Moi j'ai un client qui s'est fait voler son téléphone, il a appris 1 semaine après que tous ses rendez-vous avaient été annulés. Savoir pourquoi, est-ce qu'il y avait un intérêt ou est-ce que c'était juste une blague? Voilà, la personne qui avait le téléphone a voulu faire chier son ancien prédécesseur et a annulé tous ses rendez-vous. C'est compliqué, hein, avec l'heure, machin, on se fait passer pour l'assistant d'œil, c'est parti. Verrouiller ou éteindre son PC midi ou à la débauche. Pourquoi? Typiquement, ça dépend toujours de la taille de la société, mais vous avez généralement des femmes de ménage qui viennent faire leur travail une fois que tout le monde est débauché ou tout le monde est parti à la pause déjeuner. Combien de personnes ne verrouillent pas leur terminaux ou leur PC en partant?
potentiellement, il y a juste, voilà, on ouvre le truc, puis on regarde ce qui se passe. Dans le même registre, il y a eu un cas en Bretagne où une agence d'une banque s'est vue avec donc une équipe informatique qui était arrivée pour faire des mises à jour sur le PC. Donc ils sont arrivés à 11h30, ils ont commencé à se mettre en place, etc. Ils ont dit, voilà, pour ne pas vous déranger, on va attendre que vous alliez déjeuner pour faire une mise à jour, comme ça, quand on aura terminé, vous pourrez à nouveau travailler. Personne n'a vérifié qui étaient ces personnes-là, parce qu'elles se sont fait passer pour le siège. Et ces fameux salariés se sont retrouvés avec des PC qui étaient éteints, sans disque dur et sans barrette de RAM. Imaginez un peu le clash que ça a fait dans une banque, et une banque avec une certaine enseigne, mais que les 5 salariés qui étaient justement impactés par ce genre de choses aient toléré qu'une personne dont ils n'ont même pas vérifié l'identité puisse accéder au PC. Donc on va avoir un certain culot pour faire ce genre de choses, tout en sachant que dans une banque, il y a des caméras partout. Mais ça s'est fait. Donc, chose importante, déjà, ne serait-ce que le soir, éteindre son PC, ne jamais le laisser allumer. Sans parler de la femme de ménage, mais voilà, une personne qui fait éruption chez vous, si vous lui donnez en plus les clés pour faire ce qu'elle veut, toujours dans les bonnes pratiques, on parlait tout à l'heure de sauvegarde, les risques qu'il y avait à garder sa sauvegarde juste à côté de son serveur en cas d'incendie, externaliser ses données. Alors externaliser, ça ne veut pas dire forcément acheter un service sur Internet pour dire voilà, je les dépose au travers du réseau, et au moins prendre le soir ou le lendemain la cassette de sauvegarde, la clé USB ou le disque dur avec soi et l'emmener chez soi. Si on se retrouve le lendemain avec un incendie sur les bras ou un vol, au moins on sait qu'on a ces données. Personne ne viendra vous les redonner, même pas votre assureur. Crypter au minimum les données sensibles des PC portables. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, qui sont des fois inclus directement avec le système d'exploitation, mais qui permettent derrière d'être sûr que si le PC se fait voler, qu'on ne puisse pas au moins relire certaines données, au moins un répertoire, au moins un fichier Excel avec ses tarifs. Protégez vos fichiers Excel, au moins pour ceux qui sont sensibles. S'informer, rester attentif, faire preuve de bon sens. Bon, ça peut paraître bateau, mais ça rejoint un petit peu tout à l'heure ce dont je parlais au niveau du social engineering, à savoir ne pas donner une information à n'importe qui. Vérifier à qui vous parlez. Des choses qui peuvent paraître bateau, mais il y a énormément de personnes qui se font avoir. Mettre en place un système de filtrage Internet. Donc là, on en parlait tout à l'heure, tout comme les campings sont dans l'obligation aujourd'hui d'avoir ce type d'information-là. Si vous voulez être sûr de ne pas être inquiété par les autorités du fait qu'un de vos salariés était sur des sites un petit peu litigieux, vous pouvez mettre en place ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose qui coûte 3 000 €. Vous obtenez un an de log, et puis au moins comme ça vous avez quelque chose à donner aux autorités. Les sites pédophiles, pas forcément pornographiques, parce que ça, personne n'ira s'en plaindre, mais les sites pro-djihadistes ou autres, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Toutes ces choses-là peuvent se faire ressortir au travers d'un audit. Donc là, je prêche plus ma paroisse, forcément, se faire auditer par un œil externe. Quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de choses, quelqu'un qui aura pensé à tel cas de figure par rapport à votre activité. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait réaliser régulièrement. Il faut savoir qu'il y a des aides pour les créateurs d'entreprises, à hauteur de 50%, je ne sais pas si c'est par le département ou par la région, et qui permettent de se faire accompagner. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'équivalent pour ceux qui ont une durée de création supérieure à 3 ans. Mais voilà, il faut le faire. C'est quelque chose qui est quand même relativement important. Pourquoi je prends le cas d'un client qui
qui derrière a eu un contentieux avec un de ses salariés parce qu'il s'en est séparé, parce que derrière, il passait trop de temps sur Facebook ou à regarder des vidéos en streaming de Desperate Housewives. Ça peut être quelque chose de plus ou moins intéressant. Par contre, derrière, ça lui a coûté quelque chose comme 1500 € pour licenciement abusif. Parce que derrière, il n'avait pas le droit de le faire. Il s'en est servi de la mauvaise manière. Un dispositif coûte aujourd'hui largement moins cher que 8500 €. Il l'aurait su auparavant en mettant une charte informatique, en mettant un système qui bloquait Facebook ou qui bloquait le streaming vidéo. Ça lui aurait économisé 1500 € de pertes sèches. Bon, j'ai essayé de faire un tour relativement rapide de tous les risques qu'on pouvait avoir aujourd'hui. À chaque risque, il y a ses solutions. Je pourrais en parler tout un après-midi, on pourra en parler un petit peu après. Je vais laisser la place à mes confrères qui m'attendent derrière. Mais voilà, aujourd'hui, il faut savoir que l'informatique a évolué en 10 ans, ça a explosé. Les risques derrière ont explosé aussi. Et c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut faire attention. Vous ne serez peut-être jamais inquiété, ou vous pourrez peut-être le subir à plusieurs reprises. C'est pas moi qui pourrais vous le dire. Comme ça, juste en vous voyant. Okay. Est-ce que vous avez des questions? On va parler d'un certain nombre de choses. J'ai essayé de vous donner des exemples les plus concrets possibles et les plus locaux possibles. Après, vous avez peut-être des interrogations. Qu'est-ce qui existe comme système de filtrage Internet, justement là? Le filtrage Internet, aujourd'hui, c'est des équivalents de box qu'on met en amont de la box et qui, derrière, servent de filtrage. C'est-à-dire, on peut très bien dire, j'interdis tout ce qui est réseaux sociaux, j'interdis tout ce qui est réseau peer-to-peer, j'interdis tout ce qui est sites pédophiles, enfin recensés sur des blacklists en tant que pédophiles, pédopornographiques, etc., etc. Tout ce qui est relatif aux armes, aux alcools, tout ce qui est site réputé pour du hameçonnage, du phishing, des adresses IP, une liste d'adresses IP soi-disant utilisées pour faire du chantage ou autre. Tout ça, il y a des blacklists qui existent aujourd'hui dans ce type d'appareil. Moi aujourd'hui, je travaille avec la société Fortigate là-dessus. Il y en a plusieurs qui le font. Moi, c'est ce que je mets en place chez les clients, qui gèrent aussi également la partie Wi-Fi, la partie portail captif pour des campings. Tout ça, voilà, c'est des solutions qui sont clés en main. On a juste à choisir qu'est-ce que l'on veut interdire. Est-ce qu'on veut mettre des plages horaires en place? À partir de 18 h, les gens sont débauchés. S'ils veulent utiliser Facebook sur le lieu de travail, ok, il n'y a pas de souci. On peut très bien dire aussi, le directeur a le droit, par contre pas les salariés. Voilà, après, le potentiel, on peut agencer tous les modules de la manière dont on le souhaite. De la même manière pour le Wi-Fi aussi. Quand Orange vous dit, ben voilà, prenez un abonnement pro, vous avez une box pro avec plus de sécurité, là je vous arrête tout de suite, ne les croyez pas. La box, elle est exactement la même que pour le particulier. Il n'y a pas plus de mise à jour de sécurité sur la box du particulier que la box Orange. Là, on n'a pas le choix, par contre. Là, on n'a pas le choix. Par contre, on n'a pas le choix. Par contre, vous pouvez mettre quelque chose en plus derrière pour véritablement avoir la sécurité. Et par contre, ils nous disent qu'il faut qu'on prenne quand même une ligne 0251. C'est vrai? Alors, 0251, ça c'est pour en plus de la box, potentiellement avoir, alors, si je crois comprendre ce que vous dites, c'est garder un abonnement France Télécom. C'est ça, oui. Ne pas passer en dégroupage total, garder, toujours payer les 16 ou 17 € par mois d'abonnement France Télécom. Aujourd'hui, il n'y en a plus d'utilité. C'est pour s'il y a un problème Internet, on peut téléphoner. Ouais. Dans tous les cas, vous pouvez téléphoner. Quand vous avez une box avec une Internet, vous avez derrière possibilité d'avoir la téléphonie gratuite. Ah oui, non, quand la box ne marche pas, le 09 il ne marche pas. Mais, oui, mais bien souvent maintenant, le 02 est greffé au 09 sur la même ligne. Ouais. Mais par contre, si votre box est éteinte, vous n'avez plus de numéro de téléphone.
Voilà, ils essayent d'appuyer sur cet argument-là. Avant, il y avait aussi l'argument où si vous n'avez pas d'abonnement France Télécom, vous ne pouvez pas avoir de fax. Maintenant, ça a changé. Ils ont inventé le système qui permet d'avoir des fax même derrière une box. Sans parler du système de fax dématérialisé, mais tout ça c'est possible. Une question sur les campings. Ce que vous avez dit tout à l'heure, donc en fait, il y a des campings qui ont donc le Wi-Fi gratuit. On rentre dans le camping et on peut se connecter sans rien. En direct, il n'y a pas besoin de mot de passe, il n'y a besoin de rien. Par contre, d'autres, comme moi d'ailleurs, donc je ne fais pas forcément payer, mais par contre, ils passent tous par l'accueil ou par le bas pour avoir un numéro de téléphone. Donc là, je peux identifier mon client. Par contre, dans le premier cas, je ne peux pas. Voilà, donc ce que vous avez dit tout à l'heure, ça ne tient pas, dans la mesure où je ne sais pas, le premier qui va sur internet, qui va sur un site pédophile et tout, je ne peux pas l'identifier. Alors, dans tous les cas, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça tient. Après, c'est la responsabilité de la personne qui est dans les jeux, c'est pas la mienne. Il est juste là le problème. Comment on fait? Ce qu'il faudrait, c'est de base, c'est lorsque vous donnez